Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Nietzsche, un philosophe que je connais bien, parce que j'ai fait ma thèse sur lui, avec un titre d'ailleurs un petit peu iconoclaste, Nietzsche ou l'impossible immoralisme. Et deuxièmement, avec comme sous-titre lecture matérialiste. Alors, je vais vous en parler parce que c'est un auteur qui me paraît important, qui nous interpelle, et dont l'œuvre est très riche et même complexe, voire parfois contradictoire. Et du coup, j'aurais besoin de le faire en deux temps, une première fois aujourd'hui et une autre fois plus tard. Et aujourd'hui, je vais me consacrer essentiellement à la question de la nature et de l'homme dans la pensée de Nietzsche. Alors, en préalable, je vais commencer par vous dire qu'il y a quand même deux Nietzsche qu'on sous-estime souvent. Il y a un premier Nietzsche qui commence avec Humain trop humain, et d'autres ouvrages qui suivent, comme Aurore, etc. Et c'est un Nietzsche qui, en quelque sorte, se réclame de la rationalité. Je vous signale, parce que c'est souvent peu dit, peu indiqué, que Humain trop humain est précédé d'une citation de Descartes tirée du discours de la méthode. Ce qui veut dire que l'esprit des Lumières que Descartes anticipe en quelque sorte, disons l'esprit rationaliste, est présent chez Nietzsche dès le début dans le travail qui s'assigne. Et c'est pour cela que par exemple, dans le même ouvrage, il va s'en prendre aux philosophes de son époque, dont Schopenhauer, par exemple, je vous signale, même s'il a pu être proche de Schopenhauer un temps auparavant. Il va, au contraire, se féliciter qu'il y ait des psychologues qui seront iconoclastes, qui ne sont pas spiritualistes, et il va même faire référence à La Rochefoucauld, qui est quelqu'un qui a été capable de mettre au cœur de l'être humain, par-delà les illusions de la conscience que l'homme se fait sur lui-même, l'amour-propre. L'amour-propre, ou l'orgueil, qui est la vérité de l'être humain, mais que l'être humain ignore. Mais Nietzsche admire que quelqu'un ait pu dire cela, parce que c'est aussi un grand démystificateur. Alors, ce premier Nietzsche, si vous voulez, je vais vous en parler, parce que l'autre est un Nietzsche tout à fait différent, sur lequel je reviendrai plus tard. Le premier Nietzsche, donc, fait de l'homme un être de la nature, il explique ce qui se passe en lui, si vous voulez, à partir de la vie, et il y a, par exemple, si vous voulez, donc de l'extérieur, de la conscience, par rapport à ce qui se passe en elle, ce qui est une approche tout à fait moderne, approche qui rejoint, par exemple, l'approche de Marx par rapport à la conscience dans son rapport avec l'histoire, et même, je vous le dis, l'approche de Freud, par rapport à la conscience dans son rapport à l'inconscient vital. Et j'en profite pour vous le dire tout de suite, autant le faire, que Freud a dit, c'est dit partisan de sa manière, mais surtout, il a dit cette formule qui le révèle en fait, qu'il ne voulait pas vraiment lire Nietzsche dans le détail, pour ne pas s'apercevoir qu'il pensait ce que Nietzsche avait déjà pensé, si vous voulez, parce qu'il y a chez Freud l'idée que c'est l'inconscient psychique qui détermine la conscience et que celle-ci l'ignore. Alors, cette approche qui consiste à expliquer ce qui se passe dans la conscience, à partir de la vie, se trouve exposée, alors pour la première fois je vais vous lire un texte véritablement, dans Humain trop humain, et dans le premier paragraphe de celui-ci, dont le titre est le suivant. Et écoutez bien la chose, chimie des idées et sentiments. Chimie des idées et sentiments. Ça voudrait dire donc que les idées et les sentiments se réduisent à des phénomènes chimiques. Qu'est-ce que c'est que cela? Sinon du matérialisme. Et un matérialisme qui est aujourd'hui confirmé un siècle après Nietzsche, ou plus, par les travaux de la biologie moderne, et en particulier, par exemple, par les travaux d'un Jean-Pierre Changeux, dans l'homme neuronal, etc., etc. Donc, la thèse de Nietzsche, c'est qu'il faut expliquer ce qui se passe dans la conscience, et dans la conscience réflexive spontanée que celle-ci a d'elle-même, par autre chose qu'elle-même. Il faut sortir d'elle, l'appréhender de l'extérieur, à partir des processus vitaux qui déterminent ce qu'elle pense, ce qu'elle croit, ce qu'elle valorise, etc., etc. Mais alors, il se trouve qu'il a la subtilité d'ajouter cette chose étonnante, qui va nous faire prendre conscience pourquoi nous n'avons pas conscience de cela, c'est qu'il va vous dire que ce qui se passe dans la conscience, c'est une sublimation de ce qui se passe dans la vie chimique de l'être humain, dans la vie tout court donc de l'être humain. Et comme dans toute sublimation, eh bien, la sublimation réussit à mettre en forme le fond de ce qui est en elle, mais de telle sorte qu'on n'en reconnaisse pas l'origine dans le résultat final. Ce qui fait que nous adhérons aux apparences de la conscience,
au lieu de nous dire que ce sont des apparences simplement, et qu'elles s'expliquent en réalité par des processus vitaux dont nous n'avons pas conscience. Eh bien, je vous dis que c'est là une thèse méthodologique absolument extraordinaire, qui inspire les sciences humaines, ou qui est au cœur des sciences humaines aujourd'hui. On ne pense l'homme qu'en l'inscrivant dans un entourage extérieur ou intérieur qui va l'expliquer. Et du coup, si vous voulez, on peut en même temps comprendre, par exemple, ce qu'il va dire de la musique. Bon, la musique. Bon, il a une formule extraordinaire à une époque, je vous dis, où il y avait déjà une approche formelle de la musique qui s'est développée au siècle suivant, à notre époque aujourd'hui, même si elle rejoint des approches qu'il y avait autrefois. Une approche formelle de la musique qui consiste à réduire celle-ci, par exemple, à une suite de sons mis en forme, techniquement, si vous voulez. Il y a un auteur que j'ai lu, qui s'appelle Spinoza, un disciple de Clément Rosset, qui a écrit un livre sur l'inexpressif musical, où il va vous dire que la musique, c'est une suite de sons parfaitement idiots, qui n'ont aucun sens subjectif, et qui ne s'adressent en quelque sorte à notre oreille, et qu'on peut dire que notre oreille y prend. Or, une phrase pareille, ça n'a pas de sens pour quelqu'un comme Nietzsche. Je parle pour lui par anticipation, bien entendu. Parce que pour Nietzsche, la musique, c'est l'expression de notre subjectivité la plus grande. Et si elle produit des émotions en nous, c'est qu'elle les contient, la musique elle-même, et qu'elle gêne des émotions, des affects, des pulsions, des passions qui sont au cœur du créateur. La musique exprime sous une forme particulière le fond du créateur, son fond affectif, et non pas simplement son intelligence technique ou les musicale. Et il a une formule que je trouve magnifique à propos de la musique. Il dit simplement que la musique, c'est la manière dont les passions ont trouvé le moyen pour jouer avec elles-mêmes. La musique, c'est le moyen pour les passions de jouer avec elles-mêmes. C'est magnifique, et c'est comme ça que personnellement, je reçois, si vous voulez, la musique, si vous voulez. Alors ça, c'est le premier Nietzsche, dont j'ajoute aussi, d'ailleurs, pour vous faire comprendre son importance, que paradoxalement, et même si par la suite, je vous le dirai tout à l'heure, il a évolué et a en partie changé, il n'a changé qu'en partie. Parce que dans Par-delà le bien et le mal, dont je vais vous reparler bientôt, il est capable de dire cette chose étonnante qui, à mon avis, couvre l'ensemble de son œuvre, à savoir qu'il a voulu introniser la psychologie comme reine des sciences. C'est une phrase étonnante. Alors, c'est pas la sociologie, bien entendu, c'est pas la psychanalyse, mais c'est la psychologie tout court, proche de la psychanalyse. Et l'introniser reine des sciences, ça veut dire expliquer ce qui se passe dans la conscience, mais aussi les comportements humains, à partir de processus psychologiques dont les êtres humains n'ont pas forcément conscience. Et du coup, Nietzsche apparaît comme le grand explicateur, proche des sciences humaines, et en même temps le grand démystificateur, ce qui en fait quelqu'un de superbement intelligent, et de superbement, si vous voulez, capable de susciter notre attention, si vous voulez, aujourd'hui encore, et dans les siècles qui suivront. Ceci dit, ce même Nietzsche, si vous voulez, a aussi fait intervenir, à un moment donné, la volonté de puissance. C'est un thème qui est très connu et qui l'a rendu célèbre. Or, il faut savoir ce qu'il en est de cette volonté de puissance. Elle n'est pas présente dans le premier Nietzsche, dont on a parlé, elle apparaît avec le Zarathustra, ensuite dans la généalogie de la morale, et surtout dans Par-delà le bien et le mal, dont je vais vous parler dans quelques instants. Or, cette volonté de puissance, qu'est-ce que c'est il faut savoir d'abord que tout être humain a une volonté de puissance. Même ceux qui sont faibles au sens de Nietzsche, sens que je vais expliquer dans 2 minutes. Mais les êtres humains ne sont pas égaux quant à leur puissance. Vous voyez ? Et du coup, il y a des êtres humains qui ont une puissance forte, ce que Nietzsche appelle les forts, et des êtres humains qui sont une minorité, et des êtres humains qui sont la majorité, et qui ont une puissance faible,
hein. Et donc, du coup, la volonté de puissance est accordée à la faiblesse et plus faible que celle des forts et produit moins d'effets dans la vie, si vous voulez, hein. Ça, c'est la première chose, à savoir qu'il y a donc une égalité fondamentale que la nature a mise en place entre les forts, hein, et les faibles. Mais surtout, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si cette volonté de puissance peut avoir une importance, hein, dans l'explication de la vie individuelle, hein, par exemple dans le fait qu'il y ait des artistes, hein, ou des créateurs dans quelques domaines que ce soit, y compris dans le domaine de l'intelligence, qui sont poussés par une volonté de réussir et donc d'être puissants. On n'a rien à dire de cela, bien entendu, parce que ça ne fait mal à personne, si je puis dire, hein. Mais la volonté de puissance féministe, ce n'est pas qu'un trait de la vie individuelle. C'est un trait qui fait intervenir la vie relationnelle, la vie intersubjective et la vie sociale. Et il faut savoir ce qu'il en est, cette fois-ci, dans Par-delà le bien et le mal, et je me réfère en particulier au paragraphe 259, qui est un paragraphe totalement effarant, ahurissant, et j'ai envie de dire un peu déplorable, si vous voulez, hein. Alors, je vous dis pourquoi, parce qu'il aborde carrément, hein, les questions politiques de l'exploitation et de l'égalité entre les hommes, et donc du socialisme, par exemple, hein. Bon. Et il est capable, figurez-vous, de ne pas vouloir critiquer l'exploitation telle que les penseurs socialistes ou communistes veulent l'abolir, hein, parce qu'elle implique un rapport de domination et de domination exercé sur les autres hommes, si vous voulez, hein. Au contraire, Nietzsche va vous dire que l'exploitation n'est pas du tout un fait historique, hein, qui serait apparu avec un certain type de société, etc. Hein, par exemple, les sociétés marquées par les luttes des classes, hein, contrairement aux sociétés primitives. Non, l'exploitation est un phénomène, dit-il, inhérent à la vie. Il est capable de dire que vivre consiste à exploiter son prochain, l'autre être humain, hein, à le dominer, à l'humilier, hein, à le violenter, etc., etc. Et il le dit sans le moindre remords, hein, et sans sourciller, si vous voulez, en quoi que ce soit. Ce qui est quand même assez étonnant, hein. Du coup, ça va l'entraîner à récuser tout idéal socialiste ou communiste, hein, contraire à cette inégalité, se disant fondamentale, hein, entre une minorité et une majorité, qui est dominée par la minorité, mais il va s'en prendre aussi à la démocratie, à la République, hein. Nietzsche était un anti-républicain, qui était hostile aux idéaux de la Révolution française, et à ce point, hein, qu'il a été capable de dire, sans prendre un Rousseau qui a inspiré la Révolution française, il a été capable de dire tout simplement que je hais Rousseau jusque dans la Révolution française. Je répète, je hais Rousseau jusque dans la Révolution française, qui a pourtant proclamé l'égalité, la liberté et la fraternité de tous les hommes et entre tous les hommes. Honnêtement, cette phrase est absolument, excusez-moi cette formule, je la trouve assez ignoble sur le plan politique, d'autant que chez lui, elle va déboucher en plus, hein, sur une apologie de l'aristocratie antique, donc d'une nostalgie, hein, de l'Antiquité et de l'esclavage, avec même l'idée qu'il faudrait peut-être sélectionner les êtres humains par des interventions génétiques, hein, pour empêcher les médiocres d'être des médiocres, hein. Il le dit, si vous voulez, hein. Bon, alors tout cela n'est pas acceptable, si vous voulez, hein, sur le plan humain, hein. Du coup, ça pose un problème politique de fond, qui est parfois nié par des gens dont je crois vous avoir déjà parlé, hein, à savoir des penseurs de gauche, hein, qui vont trouver en Nietzsche, si vous voulez, disons, une apologie de l'individu, de l'individualisme, hein, de la liberté, etc. Donc, je pense à nouveau à quelqu'un comme Michel Onfray, qui a viré sa cutie depuis très longtemps, qui est passé de l'autre côté, hein, mais aussi à quelqu'un comme Deleuze, dont j'aime beaucoup sa thèse, pas sa thèse, mais son livre tout simplement sur Nietzsche, hein, que j'ai lu dans le détail, sauf qu'il a tendance à tirer Nietzsche vers la philosophie et non pas vers les sciences humaines, hein, et qu'il veut en faire un représentant d'une espèce de gauchisme libertaire, ce qui est tout à fait inexact, hein. C'est de la récupération, mais ça n'empêche pas que Deleuze ait par ailleurs des qualités, si vous voulez, hein. Mais alors, la question se pose, du coup, à partir de ça, de ce que je dis, sur l'inégalitarisme anthropologique foncier de Nietzsche, quel rapport peut-il avoir avec le nazisme? Parce que c'est un problème qui revient d'une manière régulière, hein, on s'y intéresse, on écrit des choses là-dessus, et il est posé, ce problème se pose, étant donné que la sœur de Nietzsche
était une femme qui l'a aidé dans la dernière partie de sa vie, quand il est devenu un malade mental, suite à un incident qui a eu lieu à Turin. Il a vu un cheval mourir, ça l'a bouleversé. Donc il a vécu en quelque sorte dans l'obscurité mentale pendant une dizaine d'années, et sa sœur s'est intéressée du coup à son œuvre, de façon à l'exploiter dans le sens de ses options politiques. Car il faut savoir qu'elle était de droite, voire d'extrême droite, et que son mari était d'extrême droite. Et que par la suite, donc bien après la mort de Nietzsche, bien entendu, elle a été pro-nazie, et qu'elle a même été capable, si vous voulez, indépendamment des manipulations qu'elle a pu faire des textes de Nietzsche, parce que La volonté de puissance est un texte très connu, mais posthume, et dont elle est en partie responsable, si vous voulez. Donc elle a pu y introduire des nuances qui lui plaisaient à elle, mais qui n'auraient pas pu saouler à Nietzsche. Mais n'empêche qu'elle est allée voir Hitler, et lui a donc offert la canne de Nietzsche, ce qui est proprement invraisemblable. Et je ne suis pas sûr que cela aurait plu beaucoup à quelqu'un comme Nietzsche. Bon, parce que il faut savoir que Nietzsche, sur un plan alors strictement politique, au sens étroit du mot politique, Nietzsche ne peut pas être considéré comme un nazi par anticipation. Pour une raison simple, que sur 2 points, il est clairement par anticipation à nouveau anti-nazi. Il était pro-européen, alors que les nazis étaient des gens qui voulaient dévaster l'Europe au profit de la nation allemande, bien entendu. C'était pas le cas de Nietzsche, qui n'était pas nationaliste, figurez-vous. Et deuxièmement, Nietzsche n'était pas non plus antisémite. Il a même formulé à plusieurs reprises dans divers textes une admiration pour les juifs, pour leur intelligence, dans le domaine des arts, dans le domaine de l'intelligence, etc. Donc ce sont 2 points qui séparent politiquement au sens express du terme, exprès du terme, qui sépare Nietzsche du nazisme politique. Sauf que il y a quand même chez Nietzsche son anthropologie dont je vous ai parlé, qui est une anthropologie inégalitariste et qui préconise la domination d'une minorité sur une majorité, avec l'exploitation qui s'ensuit, etc. Et au point que cette domination de la minorité sur la majorité se double d'une exaltation de cette minorité, et il en fait quasiment, il faut le dire, une forme de race. C'est une élite raciale voulue, enfin voulue, non voulue, mais programmée par la nature elle-même, de la même manière que les Allemands prétendaient incarner une race aryenne, si vous voulez, apte et capable donc de dominer les autres peuples, si vous voulez. Ça, c'est quelque chose, si vous voulez, qu'on a du mal à accepter, parce que c'est une anthropologie donc inégalitariste qui a pu nourrir au moins d'une manière implicite sous les nazis, le nazisme, et susciter des lectures, si vous voulez, favorables au nazisme, et qui prétendaient pouvoir s'appuyer sur Nietzsche. Bon, une fois qu'on a dit cela, je reviens pour conclure quand même, pour dire que c'est un aspect de Nietzsche, mais que ce n'est pas tout Nietzsche, et qu'il faut donc retenir aussi le premier Nietzsche dont je vous ai parlé, le Nietzsche rationaliste, le Nietzsche théoricien, proche des sciences humaines, le Nietzsche qui veut expliquer l'homme à partir de la nature et ce qui se passe en lui à partir de la nature et de sa nature humaine à lui, si vous voulez, qui échappe à sa conscience, etc. C'est cela, le Nietzsche qui est important, et celui qui a voulu introniser, je vous l'ai dit, la psychologie comme reine des sciences, si vous voulez. Donc, retenons l'importance de Nietzsche, en sachant qu'il y a aussi, dans la même lignée de ce que je viens de dire, un autre aspect, alors cette fois-ci, de la pensée de Nietzsche, qui peut faire problème, c'est ce qu'il a dit sur la morale, dans son rapport avec sa problématique des forts et des faibles. Mais ça, c'est pour une autre vidéoconférence. L'important, c'est d'abord d'avoir mis en lumière ce qu'il y avait d'intéressant, mais aussi de critiquable, dans un premier temps, chez Nietzsche. Merci.